Salut et bienvenue pour un nouveau Top Retour spécial Tipeee qui m'a été demandé une nouvelle fois par Bellatorm, que je remercie encore beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui vous soutiennent financièrement, même si j'en ai plus trop besoin dernièrement, mais je trouve quand même sympathique, c'est sympathique. Et je le remercie également d'avoir choisi le film d'aujourd'hui, parce que ça m'intéressait un petit peu de le traiter en Top Retour. Je l'ai proposé à quelques reprises dans des multi-choix. Coco fait partie de ces films qui sont dans la tranche 12-14, si vous vous souvenez un petit peu la règle. Ça veut dire que ces films, je suis pas sûr si je devrais revenir sur le pire ou sur le meilleur. Et souvent, je tranche entre les deux en faisant un top 10 du meilleur et du pire. Et c'est ce que je vais faire. Les 5 meilleurs points, les 5 pires points. Copiage de Link the Sun à fond, voilà. Et c'était intéressant pour ma part de revenir sur ce film dans un sens, parce que c'est pas le classement typique qu'on verrait pour ce genre de cas. Mais vous comprendrez un petit peu quand on y sera. Oui, un film réussi, je comprends son succès. Il m'énerve sur un point en particulier sur lequel on reviendra évidemment, mais je comprends le succès de ce film et je saisis parfaitement que pour certains ce soit considéré comme un grand classique Pixar réussi. Pour ma part, il y a un truc qui aurait dû être corrigé pour que ce soit le cas, mais il y a beaucoup de mérite dans ce film. Et je pense que je ne vais pas m'attarder trop, vous avez un top 10, et on aura toute l'occasion d'en parler en détail. En avant pour le top 10 des meilleurs et pires points de Coco. Je deviens, et c'est fou qu'il ne comprend rien de ces phrases que tu répètes. Numéro 10, la mort se dit comme par hasard. Il y a notre héros Miguel qui pense que son père c'est Ernesto de la Cruz et comme par hasard ce sera lié à sa famille même si c'est pas lui son père, voyez. Et il va y avoir des éléments qui seront un peu forcés sur le principe, comme le fait qu'il a volé quelque chose qui appartient à sa famille. Et cet objet en question, oui, cette guitare appartient techniquement à sa famille, mais c'est quand même une sacrée bonne coïncidence que ça tombe comme ça. Vous voyez, c'est pas énorme. En toute sincérité, c'est pas grand chose, mais il fallait que je trouve un point numéro 10. Donc voilà, je trouve que c'est un peu trop coïncidentel, cette amorce d'intrigue, même si ça permet d'entrer dans le monde des morts, et c'est clairement la meilleure partie. On en parlera plus tard. Numéro 9, Dante. J'ai peut-être été un peu méchant autour du personnage dans ma critique parce que je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu ce petit rejet du personnage, parce que je l'aime pas, je trouve qu'il est pas réussi non plus, mais j'ai vu ce film peu de temps après Vaiana qui avait pour pire point, pour moi de loin, AA. AA était un animal psychique ultra lourd qui foutait en l'air énormément de moments du film pour moi, et j'avais l'impression de voir un AA bis. Et c'est un peu ce que ça donne, mais en beaucoup moins fort en fait. Parce qu'il y a toujours cette expression un petit peu débile, et ce côté, regardez, il est mignon parce qu'il est débile, j'ai jamais compris ça. Je suis pas du tout de votre bord là. Regardez, il a l'air débile, il est mignon cet animal. Non, il a juste l'air débile, il est pas mignon du tout. Mais tant mieux si c'est comme ça, vous percevez la logique de l'appréciation animale. Moi, c'est pas mon truc, non. Et c'est beaucoup moins flagrant pour Dante, dans le sens où, d'une part, on essaye de le lier un petit peu au lore global. C'est pas juste un animal qui est là comme ça, histoire de faire joli. On essaye un tout petit peu de l'immiscer là-dedans. Et je trouve que ça aurait pu être acceptable, même si je suis pas super fan du design et des moments un peu bébêtes autour de lui, si on avait bien su jouer sur le personnage. C'est la lébrierie de Miguel, comme par magie, et on n'en fait pas grand chose. On essaye de jouer un petit peu sur le fait qu'il ressent certains trucs, mais c'est très minime et assez superflu globalement dans le récit. Et ouais, il empêche rapidement Miguel de tomber, mais au bout d'un moment il n'y arrive pas, et donc c'est le gros Alebrire qui sauve la situation. Donc je trouve que si vous aviez eu la décence de lui donner une vraie participation impactante dans certaines résolutions, j'aurais pu pardonner le fait que je le trouve un peu bébête sur les bords et un peu gras dans sa présentation. Mais non, vous l'avez géré très moyennement, et finalement ça ressort davantage comme un personnage de vitrine, l'animal de vitrine qu'on montre pour faire des gags un peu débiles et faire aux jeunes femmes « Ah, il est mignon parce qu'il a l'air con, je comprendrai jamais ça ». Numéro 8, De la Cruz, cliché de méchant un petit peu grossier. Je suis pas fan de l'idée de faire du rebondissement à ce niveau-là dans une histoire qui veut s'ancrer
un petit peu dans des conflits réels. Et quand on part sur ce genre d'intrigue, ouah, tu m'as empoisonné, en fait t'es un sale connard, qui masque sa filouterie derrière son image de grande célébrité ultra populaire, c'est... ça me hype pas du tout et je trouve que ça fait un peu retomber le soufflet. Quitte à partir sur une certaine voix. Je vais pas m'apesantir grandement là-dessus, comme quoi c'est pas le vrai père, et au bout du compte c'est Hector le père, enfin le père, l'arrière-grand-père de Miguel. On va encore me casser les couilles si je me trompe dans l'appellation. Hein. Étant donné que ce serait pas lui, pourquoi pas juste en faire une sorte de vedette m'as-tu vu que Miguel verrait comme une sorte de modèle à suivre, mais qui comprendrait que au bout du compte, derrière les paillettes, il n'y a pas grand-chose. Et à ce moment-là, il retournerait vers Hector, en comprenant que c'est lui son vrai arrière-arrière-grand-père. Il se serait tout aussi fort. Il n'y avait pas besoin de créer cette espèce de rebondissement un peu foireux, qui en toute sincérité, il vaut pas mieux que celui de Hans. Hein. Beaucoup de gens crachent sur le rebondissement de Hans en portant ça au nu. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir en quoi le rebondissement de Hans est pire que ça. Hein. Au moins, ça s'ancre dans quelque chose de plus fantaisiste dans le cadre. Donc ça se justifie un petit peu mieux dans Hans pour moi. Même si la gestion du personnage est peut-être un peu gênante avant, mais je trouve que c'est pas si fameux que ça. Et ça gâche un personnage qui aurait pu être un peu plus acceptable que ça. Ça amènera aussi un problème dont je parlerai un peu plus tard. Mais en attendant, numéro 7, la musique. Premier point positif que je vais citer, la musique est très bien fichue, il y a des chansons qui s'incorporent, et je pense que d'un point de vue création de chansons pures, c'est le meilleur de ce que Pixar a fait. J'ai toujours une place particulière pour Quand elle m'aimait dans Toy Story 2, mais vraiment, il y a 3 chansons en particulier qui sont chantées dans ce film. Les 3 sont vraiment réussies, sont très prenantes et marquantes. Sans compter évidemment toute l'ambiance musicale, parce que je prends ça en compte aussi, qui appuie très bien la culture mexicaine qu'on veut dépeindre et à laquelle on veut rendre hommage. Et ça se ressent très bien, on ressent vraiment cette ambiance mexicaine à travers la musique, à travers aussi les décors, les couleurs, le visuel. C'est en lien avec un point dont je parlerai plus tard, mais la musique en elle-même accompagne très bien le tout et fait un super job. Numéro 6, la scène. Ne m'oublie pas, tu ne dois pas pleurer. Je sens que je vais pas me faire aimer par certains de la mettre aussi bas, parce que je sais que ça fait partie de ce petit cahier des charges de Pixar dans la plupart de leurs films, d'avoir ce grand moment émotion fort, ce pic émotionnel où tout se recoupe, où tout ce qu'on a mis en place amené à ce moment-là et on est censé chialer à chaudes larmes, et beaucoup de gens l'ont fait pour cette scène, je comprends très bien d'où ça vient et je le dis clairement, dans d'autres circonstances, avec un contexte différent, j'aurais été à 100% avec vous. J'aurais trouvé cette scène magnifique, super émouvante, parce que c'est ce moment où Miguel ravive pour la première fois depuis longtemps la mémoire de son arrière-grand-mère et l'air doux, le moment de réalisation petit à petit, avec cette animation du visage qui, une fois de plus, c'est magnifique, le visage de Coco est sublime. Il y a quelque chose de super fort dans la mise en scène. Et ça a de quoi émouvoir n'importe qui. Et sur le principe, je vois d'où ça vient, je suis un petit peu ému, mais j'arrive pas à chialer devant ça, à cause du contexte, dont je parlerai plus tard, mais il y a une force indéniable dans cette scène. Je ne lui nie pas ça. Et ça va de pair avec quelques points positifs que je citerai plus tard. Mais tel quel, cette scène n'a pas autant de force qu'elle le pourrait à cause d'un élément dont je parlerai plus tard également. Numéro 5, le conflit bordélique contre Ernesto. C'est pas fameux du tout ce passage-là. Et dans l'absolu, j'aurais été prêt à accepter suffisamment De la Cruz comme méchant si vous aviez été un peu plus fin dans la manière de le gérer par la suite. Parce que bon, le moment où on découvre que c'est le grand méchant qui a tué l'arrière-arrière-grand-père de Miguel, c'est un peu too much, mais
On pouvait rebondir là-dessus en jouant davantage de façon un peu plus fine sur lui, mais à partir de là, bah, c'est le gros méchant qui organise son concert. On s'immisce sur scène, ça part dans du chaos un peu ridicule qui sert pas à grand chose, puisque à la fin, ça va jouer sur un cliché qu'on a vu 50 000 fois et que j'ai trouvé super mal amené. Déjà, je commence un petit peu à me lasser de ce cliché-là. Ce cliché où le grand méchant raconte, avoue tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, en pensant n'être écouté que par les gentils. Et en fin de compte, il est enregistré et tout le monde l'entend. Et il y a des fois, je peux le comprendre, notamment dans Monstres et compagnie, ça va vite, on peut le comprendre. C'est pas le meilleur moment du film pour moi, mais il passe bien à ce moment-là. Ce moment-là, il est grossier et stupide. T'es en concert, mec. Qu'est-ce que t'en as à foutre de balancer tes 4 vérités devant ces gens-là ? Appelle la sécurité, dis qui t'embête et que c'est toi le gentil et c'est bon, t'as gagné. Mais non, je suis tout seul contre vous, personne croirait cette famille face à toi et ta popularité. Mais non, t'es complètement con et tu balances la vérité sur ta vie comme ça alors qu'il y a un public juste derrière. T'es complètement débile. C'est n'importe quoi, cette scène est ridicule et ça fout en l'air le peu de classe que pouvait avoir le méchant, parce qu'il y avait un peu de classe, quoi, une petite présence quand même, mais là, après ça, plus rien pour moi, hein. Vraiment plus rien. Ouais, c'est le second pire moment de ce film pour moi, parce que de mon point de vue, ça illustre que vous ne savez pas bien gérer des conflits de façon satisfaisante. Et ça se sentira un peu plus tard, mais pour l'heure. Numéro 4, la relation Miguel-Hector. Indépendamment, ces personnages sont corrects. Je veux dire, oui, il y a une sorte de tragédie autour de Hector, mais étant donné que ça part sur des trucs un petit peu poussés et pas du tout réalistes, je suis désolé, ça arrive à personne, à une personne sur 1 million dans le monde. Et encore, j'estime être généreux là, mais les personnages sont tout à fait corrects en soi, ont une bonne sympathie, ils passent bien indépendamment, mais ensemble, c'est là qu'il y a des éclats qui se font. Déjà, ils ont une petite dynamique comique entre l'un qui supporte pas l'autre, l'un qui rentre dans les pattes de l'autre, chacun qui dépend de l'autre, même si ça lui fait pas plaisir au début. Mais ils vont apprendre à s'ouvrir petit à petit, notamment avec la chanson Un Poco Loco, un moment très réussi de ce film, où ils apprendront vraiment à s'amuser ensemble et à avoir quelques atomes crochus, un peu à la dynamique de buddy movie, entre guillemets, qui marche très bien là aussi, mais ça va plus loin que ça après coup, lorsqu'on finira par apprendre le drame autour d'Hector et le lien entre eux. Je ne trouve pas que ça apporte énormément sur leur relation, mais ça appuie quand même que le lien qu'ils ont formé a une valeur qui va au-delà de la simple amitié de passage. Il y a quelque chose de fort qui s'est noué entre eux, et le fait que l'un soit prêt à beaucoup pour l'autre après coup, et qu'ils se rendent compte après coup qu'ils sont de la famille et donc ils doivent s'aider, même s'ils auraient pu s'aider sans être de la famille, mais bon, ça c'est du point de vue de quelqu'un qui vit dans une famille recomposée qui parle. C'est très joli. Il y a beaucoup de moments très jolis de rapprochement entre eux, et leur dynamique passe merveilleusement bien. Numéro 3, une chanson à double sens. Même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. J'ai compté la musique en règle générale comme mon point avant, mais cette chanson en particulier et comment on joue dessus dans ce film, c'est énorme. Vous faites quelque chose de superbement intelligent avec ça, parce que au début, ne m'oublie pas, c'est vraiment cette petite chanson de sérénade amoureuse qui en fait des caisses et qui est très entraînante, etc. Et au fur et à mesure qu'on voit sa popularité un peu galvaudée dans le film, ça devient de plus en plus banalisé, la grandeur de cette chanson. Et à la fin, lorsque Hector finit par révéler ce qu'est pour de vrai cette chanson, ce qu'elle signifie réellement, à quoi elle est adressée, ça lui donne un tout autre sens. Et ça montre déjà pourquoi il n'est pas très fan de la version populaire de Dela Cruz au départ, mais aussi tout ce qu'a représenté son abandon par sa famille. Et cette attache qu'il fait vraiment passer à travers cette chanson, cette espèce de dernier appel pour être remémoré, c'est super beau. Et ça aide beaucoup
à élever la scène de fin où Coco se remémore, parce que maintenant on a tout le tableau sur la signification de cette chanson. Et le fait d'avoir su jouer là-dessus, d'avoir donné cette impression un peu superficielle au départ de ce que représentait cette chanson, pour en faire quelque chose de beaucoup plus profond et fort à la fin, je trouve que c'est une transition très intelligente. Une écriture de main de maître, la meilleure partie en termes d'écriture de ce film pour moi. Numéro 2, le monde des morts et ses règles. L'univers dans Coco est magistral. Ça pète aux yeux, c'est un vrai bonbon à voir. Il y a tellement de créativité, les Alebrijes qui y font partie amènent plus de couleurs, donc il y a vraiment beaucoup de créativité et de diversité là-dedans. Il y a cette organisation qui est plutôt bien pensée de la vie après la mort, qui essaye de se rapprocher un petit peu de la vie, mais avec les trucs typiques de squelette, et c'est ultra vivant. Pour un monde des morts, c'est ultra vivant. Ce monde en soi, rien que le visuel est super, mais il y a plus que ça. Il y a les règles qui régissent ce monde et qui aident énormément à appuyer les enjeux de ce film qui sont très forts, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh bien, il y a l'oubli. On peut continuer à exister après la mort, mais on peut arrêter d'exister quand on est complètement oublié. C'est appuyé par une très forte scène à un moment donné lorsque Hector chante une dernière fois pour quelqu'un qui s'apprête à disparaître. C'est quelqu'un qui ne sera plus jamais remémoré par qui que ce soit. Son existence est terminée totalement et la symbolique est super forte à ce niveau-là. Ça vous touche vraiment et ça appuie des enjeux particulièrement élevés puisque Hector, ce qu'on veut pour lui, c'est qu'il ne soit pas oublié. Il n'y a plus qu'une seule personne qui pense encore un peu à lui et il veut faire en sorte qu'elle pense à lui jusqu'au bout, qu'il puisse être jusqu'au bout remémoré, même si c'est pas évident, même si ça va pas se faire comme ça, et qu'il y arrive à la fin grâce à la chanson de Miguel, la consécration avec Coco qui se rappelle enfin, qui reprend ses esprits un petit moment, et la famille qui finit enfin par accepter ça. C'est satisfaisant sur le principe, parce que on a cette aventure et on a vraiment appuyé le danger que ça représente d'être oublié. Cette règle-là, ça aide à poser votre film et ses enjeux avec un poids énorme. Un poids énorme, cette simple règle. Et l'univers donc qu'on a créé autour, en plus d'être lumineux, fort, créatif, il apporte ces règles super bonnes. C'est pour ça que, ouais, Coco, d'un point de vue strict, fait partie des meilleurs univers pensés dans un film Disney pour moi. C'est franchement dommage qu'à côté de ça, il y ait l'une des pires idées jamais pensées dans un film Pixar à mon goût, puisque numéro 1, la problématique de la famille. Cette prémisse est stupide, 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 stupide! Ok, je vais essayer de me calmer un petit peu. Je tiens d'ailleurs à m'excuser un peu pour ceux qui auraient peut-être été un peu vexés, que je sois énervé à ce point sur ce film, que j'exagère un petit peu là-dessus, mais voilà, je tiens vraiment à ce que ce soit clair. Ça me fout en l'air une partie importante du film, ça, parce que le conflit familial est débile. Pardon, je me calme. C'est stupide. Alors, on a affaire à une famille qui a rejeté la musique parce qu'il y a un musicien qui les a abandonnés. C'est quoi le rapport? Genre, il portait du rouge quand il est parti, on n'aime plus le rouge, c'est quoi le truc? C'est complètement con. Déjà, d'une part, et puis, ok, que l'arrière-arrière-grand-mère, elle ait une dent contre ça, je peux bien le comprendre, elle a été touchée directement, mais pourquoi les autres? Pourquoi à ce point? Pourquoi la grand-mère est une chieuse à ce niveau-là, alors qu'elle n'a pas été touchée directement? Et pourquoi l'arrière-grand-mère, qui a été suffisamment touchée par son père pour ne pas avoir la musique en horreur, contrairement à l'arrière-arrière-grand-mère, c'est chiant, je veux dire, c'est très chiant de rappeler tout le temps ça, c'est particulièrement irritant de voir ça, parce que c'est pas justifié, et on a une exagération de gens qui se comportent stupidement. En particulier la grand-mère Imelda, mais tout le monde suit le mouvement, hein. Toute la famille suit le mouvement. Ce sont des moutons qui suivent ce mouvement débile, porté par Imelda, qui est un des personnages Pixar les plus irritants qui soient en ce qui me concerne. À cause de cette problématique. Tout simplement. Et les gens qui vont dire « Mais tu comprends pas, c'est un parallèle à la discrimination. » Mais merde quoi!
Le racisme, la discrimination envers des catégories de gens pour telle ou telle chose, ça part de certaines logiques. C'est pas un élément à la con comme ça qu'on justifie stupidement. Voilà, s'ils étaient racistes envers les blancs, les noirs, les gens qui ont un certain âge, je sais pas trop, je dis n'importe quoi. Ça, ce genre de truc, ce serait un cas réaliste, dans un sens. Ce n'est pas réaliste du tout, c'est n'importe quoi. C'est un délire à la con que vous avez sorti comme ça, étant donné que vous accentuez, vous focalisez tout le conflit autour de ça, tout le drame autour de ça, ça amenuise la plupart des scènes qui se veulent jolies autour de ce conflit. Le moment où Miguel parle à son arrière-arrière-grand-mère dans le monde des morts, ce moment où il lui avoue un petit peu le fait qu'il ne se sent pas soutenu par la famille, c'est super fort sur le principe. Mais ça part du concept que toute sa famille est débile et viendra le traiter de collabo s'il ose apprécier un tant soit peu la musique. C'est ridicule. Voilà, je suis désolé, c'est ridicule. Et la scène de fin autour de Coco aussi, quoi. Ce serait fort, super fort, si ça partait pas d'un conflit que je trouve complètement ridicule et abusé. Et ouais, ça amène aussi quelques problèmes en lien ne serait-ce qu'avec Ernesto de la Cruz et la révélation, quoi. Parce que la résolution est même pas satisfaisante à cet égard-là. Quand on y réfléchit un tant soit peu. Bon, la résolution sur comment Coco récupère la mémoire, c'est très joli, mais la résolution sur le fait que la famille accepte la musique, eh ben, c'est pas parce que ils ont appris à aller au-delà de leur discrimination, c'est juste que il se trouve que Hector n'a jamais trahi la famille pour la musique. Donc il n'y avait pas besoin d'être en run contre la musique. Autrement dit, si Hector avait été un connard, enfin si l'arrière-arrière-grand-père avait réellement été un connard, qui avait abandonné la famille pour la musique et qui n'était jamais revenu, va te faire foutre, Miguel. T'aurais pas pu. C'est irritant de voir ça. C'est vraiment irritant de voir ça. Et ça rabaisse le film parce que je pense qu'avec un conflit mieux amené, plus satisfaisant et moins de grossièreté dans la mise en scène, parce que le premier quart d'heure est lourd, je vous jure, c'est du mal à entrer dans le film, je suis toujours obligé de me farcir ce premier quart d'heure qui est irritant, ça me frustre tellement. Ce film est tellement frustrant à cause de ça. Et oui, les 3 points précédents, c'est-à-dire les points 2, 3, 4, suffisent à compenser à eux 3 de façon assez notable ce point négatif. C'est pour ça qu'il vaut 13,5 pour moi. Mais si je dois les prendre à part les uns des autres, il n'y en a aucun qui est au-dessus en termes de valeur, de force, d'intensité, de ressenti, que ce point négatif-là pour moi. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère que j'ai en moi quand je pense à ça dans ce film. Je trouve que c'est particulièrement irritant de partir d'une prémisse aussi ridicule et bancale. Que vous n'avez pas su gérer si bien que ça en plus sur la fin. Donc voilà, c'est ça. Ça, et une fois de plus, je m'excuse pour les gens qui sont un peu ennuyés par le fait que ça me mette en colère, mais je peux pas contrôler ça, ça me met vraiment en colère, ce truc-là. S'il y aurait eu quelque chose de mieux que ça pour la prémisse, j'aurais adoré ce film, j'aurais été dans le wagon A, super film, un des meilleurs Pixar avec vous, hein. J'aurais été dans ce wagon-là avec vous, mais je peux pas avec cette prémisse-là. J'y arrive pas, je peux pas. Désolé. Voilà donc la liste des 10 meilleurs et pires points de Coco pour moi. Je suis sûr que pour beaucoup ce sera pas la même, mais j'espère que ça vous aura plu. Je remercie une fois de plus Bella Storm de m'avoir parrainé entre guillemets. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye.